Écoutez, bonjour à tous et je remercie bien sûr le comité d'organisation pour cette belle matinée dédiée à la FA qu'on aurait pu intituler FA des fakes ou des faits. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup encore de polémiques et il faudrait qu'on soit tous, je pense, les vrais témoins de la réalité de la pathologie et de sa gestion et pas que cette connexion nous déconnecte de la réalité. Alors maintenant, la difficile question qu'a posée donc Siham Zaimi, comme toujours très malicieuse, c'est faut-il anticoaguler les patients qui ont justement ce chat vasque faible après les avoir dépistés? Maintenant, on occupe le nombre des plus faibles en matière de scoring. Alors, les recommandations sont, depuis fort longtemps bien entendu, de stratifier les malades avec ce score CHATS-VASC 2, comme me l'a rappelé Walid hier. C'est un score qui est effectivement pertinent car il est accessible à tous, facile, il est clinique. Et donc si le patient donc, est à faible risque, on ne va pas bien sûr le traiter en anticoagulation. En revanche, vous voyez que en bas, pardon, donc la flèche est là. Donc en bas, vous voyez que quand les malades sont à un score qui est donc pas nul mais faible, c'est-à-dire les hommes un score 1, les femmes un score 2, on doit considérer l'intérêt d'une anticoagulation puisqu'ils ne sont pas considérés à haut risque, mais pourtant ils seraient quand même à risque. Et on nous dit évitez le stroke, bien entendu, mais en vous basant justement sur cette stratification des facteurs de risque et surtout en évitant le risque hémorragique qui est le prix à payer généralement. Et cette fois, en ayant une décision, mais qui soit une décision adaptée, personnalisée. Et après, c'est ABC. Moi, j'ai rajouté la dimension D, c'est la décision du choix thérapeutique. C'est RBCD, mais D, c'est right drug, right dose, right duration. Et ça, c'est pas simple. Mais ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est de dire, voilà, donc comme vous l'avez dit, Najmuddin, il vous a dit les blonds sont bons, donc là, les Danois, effectivement, très vite, ils ont dit, nous, on a quand même 20% de nos patients qui, finalement, ne reçoivent pas d'anticoagulants, alors qu'ils ont, effectivement, donc, un CHATS-VASC score de 0 à 1, 20%, et pourtant, vous voyez qu'ils thrombosent dès la première année, pour au moins ceux qui sont un score à 1 ou 2, de manière significative, parce qu'on est à au-delà de 1, voire 2%. Et en fait, on se rend compte que dans cette utilisation du score CHATS-VASC 2, en fonction de ces cohortes, l'évaluation et la conséquence en termes d'incidence de stroke est complètement différente. Donc, il y a bien, c'est un peu le CHATS-VASC, c'est un peu l'iceberg. En gros, il y a une partie émergée, puis il y a une grosse partie immergée qu'il va falloir certainement s'enquérir. Car, comme l'a dit Virchow, ça vire chaud en matière de FA. Et dans la FA, effectivement, ça se passe là. Je vais y arriver. D'accord, vous n'êtes pas épileptique, j'espère. Donc ça se passe là, dans le compartiment auriculaire, où on retrouve la triade de Virchow avec l'hypercoagulabilité, avec finalement la stase sanguine, et puis surtout la lésion endothéliale. Parce que, effectivement, quand vous avez un flux laminaire, tout est pacifique. Tout est pacifique, le mur endothélial est calme, il a bien sa non-thrombogénicité avec les facteurs qu'il faut qui sont libérés. Vous avez donc des agents antithrombotiques qui assurent les choses et on n'a pas du tout d'irritation de cet endothélium. En revanche, quand vous êtes en shear stress perturbé, cette fois avec un vortex qui est particulièrement délicat, ça crée des turbulences. Ces turbulences vont créer de l'hypoxie cellulaire et donc on va avoir un phénotype qui va changer à l'intérieur de cet auricule avec un phénotype plus prothrombotique. Et du coup, on a des enzymes qui mettent le feu, on a des radicaux libres qui vont créer un stress oxydatif et on va avoir de l'inflammation, etc. Et donc ça facilite la formation de thrombose. Et on se rend compte que les malades, justement, qui ont des facteurs de risque d'AVC, sont des malades qui ont une FA. Et puis, vous avez donc 2 facteurs de risque d'AVC. En fait, on retrouve pratiquement dans la moitié des cas une FA. Donc, il y a vraiment une association entre ces facteurs de risque cardiovasculaires et la FA. Et d'autre part, vous voyez qu'on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais là, quand vous avez un facteur de risque surajouté, avec un chasse-vasque faible, eh bien, le profil du malade en termes de risque d'AVC change. Il monte significativement. Donc, c'est un effet qui est un effet dopant, synergique, auquel il faut faire attention. Et vous voyez que si vous vous intéressez aux hommes qui ont un score chasse-vasque de 1, quand vous avez un diabète, un âge supérieur à 65 ans, etc., paf, ça chute vers la droite très vite, en termes de risque, encore une fois, d'AVC. Et bien entendu, eh bien, si on s'intéresse maintenant à la mécanique de cette pathologie, on voit que quand vous avez des anomalies donc, détectées à l'échographie, eh bien, on vous a parlé du diamètre de l'auricule gauche, des fractions d'éjection, etc. Ben là encore, hop, ça rajoute de l'huile sur le feu, donc il y a manifestement une relation de cause à effet. Et c'est pour ça que la déception qu'on avait avec le chasse-vasque, qui lui n'était pas très performant, surtout dans ses valeurs très limitées, donc 0, 1, 2, eh bien on s'est dit, ben, si on rajoute chez ce malade, si on rajoute, vous voyez, donc, des paramètres qui sont des paramètres donc, morphologiques et hémodynamiques, eh bien, on augmente l'air sous la courbe de manière tout à fait appréciable. Et du coup, eh bien, ça deviendrait probablement intéressant d'élargir notre vision et de manière à avoir une bonne décision. Et effectivement, aujourd'hui, on voit des papiers donc, qui apparaissent sur eh bien, une évaluation de cette dimension fractale. Autrement dit, je vais m'intéresser à la géométrie de cet auricule et surtout à la conformation. Et plus la conformation est complexe, plus le risque est élevé. Et vous voyez que, en fait, on décrit l'aile de poulet, le cactus. J'ai traduit. Donc le manchon d'air et puis le chou-fleur. Mais en pratique, en fait, on va surtout s'intéresser au devenir donc, de ce contenu dans ce contenant vasculaire pour en déduire des indicateurs hémodynamiques et dire, ben, finalement, c'est une usine à caillots, donc une usine à stroke. Et effectivement, à côté maintenant donc, de ce diamètre de l'auricule gauche, il y a déjà maintenant, vous voyez, une quinzaine d'années, eh bien, on a rajouté un marqueur biologique, la lipoprotéine petit a. Est-ce que vous connaissiez la lipoprotéine petit a? Vous n'êtes pas très vieux, en fait, parce que c'était... Si, vous connaissez? En fait, la lipoprotéine petit a, en fait, c'est effectivement un marqueur biologique qui est responsable d'une hyperréactivité plaquettaire et surtout d'une hypercoagulabilité. Et du coup, elle se retrouve au milieu eh bien, de tout un cortège eh bien, de troubles cardiovasculaires. Et vous voyez que sa prévalence eh bien, est quand même importante, ce qui fait que ça en fait un ennemi de santé publique, probablement, qu'il va falloir considérer dans cette stratégie-là. Et effectivement, dans cette belle étude donc, chinoise, vous voyez que quand il rajoute la LP petit a, et il rajoute la distribution des globules rouges, c'est-à-dire vous avez des globules rouges qui sont de petite taille, qui témoignent ainsi de l'hypoxie cellulaire, de l'érythropoïèse défaillante, de l'inflammation chronique, etc., eh bien, paf, vous augmentez de manière significative l'air sous la courbe par rapport au chasse-vasque seul, isolé ici, finalement, donc en jaune. Et dans cette étude, des sujets jeunes, on regarde un peu quels sont ceux qui vont développer un thrombus au niveau donc, de l'oreillette gauche, et vous voyez que là encore, les deux paramètres qui sortent de manière significative, c'est la LP petit a augmentée, et puis bien sûr le diamètre de l'auricule gauche augmenté. Et plus vous les mettez en quartile élevé, plus le risque augmente en odds ratio, donc c'est quelque chose qui est très très net. Donc il y a vraiment une relation de cause à effet là encore qu'il faudra impliquer, et encore on l'intègre au chasse-vasque faible, et on voit qu'on gagne encore en prédictibilité, en pertinence clinique. Et dans cet essai, toujours donc, chinois, sur très peu de malades, mais finalement qui peut le moins peut peut-être le plus, toujours jeune, donc moins de 60 ans, ben là on retrouve bien sûr le diamètre de l'auricule gauche, mais là ils ont mis le NT-proBNP comme étant les deux des marqueurs prédictifs d'un risque péjoratif, donc de mortalité, alors que quand vous les associez donc, au score chasse-vasque de faible donc, valeur, eh bien vous augmentez encore une fois l'air sous la courbe. Donc il y a vraiment une association de bienfaiteurs dans cette détermination du risque thrombotique chez des patients qui ont un chasse-vasque faible. Toutefois, je vous l'ai dit, le yin et le yang. Le risque hémorragique chez ces sujets faibles à score 0, finalement, compte tenu, même chez les malades qui ont un ASBLED faible, avec les AVK, eh bien, on perd le match. Et ça devient peut-être intéressant, même avec les AVK, mais ce n'est pas très net avec un score à 1.
mais ce n'est pas très net. Parce qu'en fait, dans le score Hasbled, bien sûr, on retrouve l'INR labile avec les AVK, et on sait que ça, c'est les sujets fragiles, et ça, c'est toujours associé à un risque hémorragique accru. Et puis, bien sûr, vous avez l'âge. Mais on ne peut pas déterminer sur un seul score comme celui-ci le risque hémorragique qui est pluridimensionnel et particulièrement, bien sûr, complexe. Et donc, vous devez avoir une vision plus holistique. Comme vous l'avez dit le professeur Mustrafel, ayons une vision plus globale des choses pour être plus juste dans notre détermination. Et là, ce n'est pas simple. Mais quoi qu'il en soit, le choix thérapeutique est important. Vous voyez que quand vous regardez la comparaison AOD-AVK, eh bien, vous êtes en non-infériorité chez ces malades qui sont à faible risque en matière de thrombose, de prévention thrombotique, et vous gagnez en risque hémorragique significativement, surtout avec l'apixaban et le dabigatran. Le rivaroxaban, il est AVK-like. Donc là encore, le choix du partenaire antithrombotique est déterminant dans votre décision à prendre en charge le malade. Donc les recommandations, on en a parlé des Nord-Américains, mais est-ce qu'elles sont valables pour nous, les Nord-Africains? Parce que là encore, tout est fait sur du caucasien. Mais quoi qu'il en soit, on va prendre ce qu'on a. On vous a dit, ayez cette vision globale de manière à évaluer ce risque. Chez les malades avec un niveau d'évidence qui n'est pas très élevé, mais chez les malades qui ont un faible Schatzvask, là, considérez le risque en élargissant votre vue avec justement des items qui ne sont pas dans le score Schatzvask. Et notamment, on retrouve ici le diamètre de l'auricule gauche. Et ensuite, vous traitez les malades qui ont un risque de thrombose qui est supérieur à 1%, parce que là encore, c'est ce qui va déterminer votre mise au bouclier antithrombotique et en choisissant en première ligne les AOD pour justement changer ce paradigme hémorragique. Donc en conclusion, on n'a aucune preuve d'essai randomisé, donc c'est un peu du pif value, mais ça peut être bon en médecine. On peut affiner cette détermination qui reste personnalisée, individuelle, avec une approche qui est bien stratifiée sur des critères cliniques, biologiques, avec ses paramètres NT-proBNP, L-peptida, peut-être les dédimères, à la dynamique sanguine au niveau échographique. Et la décision thérapeutique, elle doit être sur le yin et le yang, risque thrombotique, risque hémorragique, en réduisant, bien sûr, en choisissant un AOD qui est donc, disons, plus efficient en termes de tolérance hémorragique. Et demain, on a besoin d'études plus ciblées sur des populations bien sélectionnées qu'on va combiner avec un machine learning et on va demander à l'intelligence artificielle de nous rendre meilleurs, de nous rendre beaucoup plus pertinents et performants, même si on a les fesses sur une cuve de toilette, c'est pas grave. Toute information est bonne à prendre, donc, mais il faut savoir encore l'interpréter, l'utiliser, la partager, la valider. Et donc on en parlera l'année prochaine. Je vous remercie.